Bonjour tout le monde. Though this be madness, yet there is method in it. Trouvez-vous dans cette folie la sagesse. La sagesse commence par l'humilité. La sagesse commence par l'humilité. Et dans cette folie, pour certains d'entre nous, de nombreux d'entre nous, on trouvera peut-être une certaine sagesse. Et pour trouver cette sagesse, au-delà de l'humilité, il faut de la curiosité. Et il faut parfois creuser plus profond. Il faut creuser plus profond et plus profond. Donc aujourd'hui, je vais traiter un sujet d'actualité. Je vais vous parler d'un certain monsieur Guillaume Portail, qui a créé un logiciel qui s'appelle Fenêtre. Bill Gates et Windows. C'est assez amusant, il s'appelle Portail. Portail vers où, vers quoi? Et Windows, fenêtre vers où, vers quoi? Donc, on va faire un petit voyage dans le passé. Bill Gates, dans les années 70, 75, 76, il crée une entreprise en ayant quitté l'université. Et cette entreprise s'appelle Microsoft. C'est une entreprise quelconque. Un jour, il apprend par un contact que IBM est à la recherche d'un système d'exploitation pour ces nouvelles machines qui vont être des machines plus destinées à un plus grand public et aux entreprises. Alors que fait Bill Gates? Il trouve un contact qui a un système d'exploitation, MS-DOS, c'est le nom qui lui sera donné après. Et MS pour Microsoft et DOS pour Disk Operating System. Donc, il trouve ce gars-là, qui a développé un système d'exploitation, qui est un technicien sans doute très bon, et qui ne sait pas trop bien quoi en faire, alors il lui donne une somme d'argent, et il le lui achète. Et pratiquement dans les heures qui suivent, il vend le système à IBM, mais non pas sous forme d'une somme fixe, mais sous forme d'une licence que Microsoft pourra utiliser l'exploitation pour une somme pas très élevée. Il aurait pu faire beaucoup mieux. Bill Gates commence son chemin de succès avec Microsoft à travers cela. À chacun d'en juger, est-ce que c'est de l'astuce? Est-ce que c'est adroit? Est-ce qu'il aurait dû aller revoir ce monsieur pour l'encourager ou le récompenser plus? C'est une autre histoire, là ne se pose pas la question. Donc en 1981, MS-DOS existe et Microsoft commence à exister vraiment comme entreprise puisque ce système d'exploitation est embarqué dans chaque ordinateur que vend IBM. Il sera d'ailleurs embarqué dans les ordinateurs qui sont vendus par les concurrents d'IBM. C'est que là que commence l'ère de l'informatique, du personal computer, de ce monde dans lequel on est, et d'ailleurs l'ère de la côte ouest des États-Unis dans le domaine des technologies. On est en 1981. Pendant quelques années, ça avance, et puis apparaît un acteur qui s'appelle Apple, qui s'est inspiré des recherches de Frank Xerox, qui n'en faisait pas grand-chose, et a fabriqué un système d'exploitation, donc le macOS, et qui lui est exclusif, et il ne tourne à ce stade-là que sur les ordinateurs fournis par Apple. Donc le PC avec MS-DOS occupe le gros du marché, et Apple commence à avoir une image chic, parce que il y a un confort d'utilisation, il y a une image, il y a des fonctionnalités qui sont agréables. C'est là qu'on commence à voir cette notion de fenêtre et de souris. Alors, IBM et Microsoft s'en préoccupent. Donc Microsoft commence à développer son logiciel Windows. Je trouve toujours très amusant cette histoire de portail et de fenêtre. Et il commence à développer ce logiciel Windows 1.0, voilà, qui sont des logiciels qui ne prennent pas, qui ne prennent pas. Je ne mettrai pas de jugement. Pourquoi est-ce que ça ne prend pas?
Et puis un jour, il fait Windows 1, Windows 2, et tout ça ne prend pas très bien, mais il faut un diagnostic sur pourquoi ça ne prend pas, quels sont les défauts, quels sont les inconvénients. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il commence à constater que Apple semble prendre des parts de marché et que c'est quand même l'avenir, il faut faire quelque chose. Donc quand il commence à constater qu'il faut faire quelque chose, IBM et Microsoft s'unissent ensemble, puisque IBM avait quand même fait que Microsoft existe en tant que vraie entreprise et ne vivote pas comme elle le faisait auparavant. Donc ils décident de coopérer ensemble pour fabriquer un nouveau système d'exploitation qui a vocation à être agréable, très avancé, très puissant pour contrer la montée d'Apple. Que se passe-t-il alors? Il se passe quelque chose, c'est qu'ils avancent, leurs équipes sont intégrées, ils travaillent ensemble, ils vont continuer donc dans cette relation de confiance où voilà, Microsoft a permis à IBM d'avoir une solution rapide, agile, parce qu'ils apportent cette agilité, et IBM apporte à Microsoft la capacité d'accéder à un marché de façon indirecte. Et ça avance, ça avance, ça avance, et ce système OS2 est en train d'avancer et commence à prendre forme et est très proche d'aboutir. Et là, on arrive au tout début des années 90, 1990. Microsoft se sépare d'IBM. Il s'est passé des choses sur le plan juridique, probablement parce qu'IBM voyait Microsoft comme le petit acteur. Il se passe des choses sur le plan juridique, mais Microsoft se sépare et plutôt que de faire OS2, ils prennent tout ce qu'ils ont appris et ils fabriquent un logiciel qui s'appelle Windows 3.0. IBM se retrouve à terminer OS2 tout seul, un peu le bec dans l'eau, et Microsoft sort Windows 3.0 quelques mois avant que le projet ne puisse être prêt, et du coup l'autre projet, il prend du retard puisque les équipes se sont séparées, il y a une très grosse désorganisation qui se produit. Pour beaucoup de gens chez IBM, ils le vivent comme une trahison de Microsoft et de son président. Ils le vivent comme une trahison parce qu'ils l'ont aidé à se construire, ils l'ont associé dans la construction d'un nouveau projet, ils gagnaient beaucoup d'argent, ils se développaient extrêmement bien, et puis tout d'un coup, pour eux, il les a lâchés, le bec dans l'eau, il les a un peu plantés, de leur point de vue, et il a pris l'essentiel du marché. Il a pris l'essentiel du marché parce que IBM ne pouvait pas réagir suffisamment vite. Il a pris l'essentiel du marché parce que Apple continuait à avoir une exclusivité sur ses machines, alors qu'il apportait quelque chose qui ressemblait beaucoup à Apple, mais qui pouvait marcher sur n'importe quelle machine et qui était moins cher. Et ce qui était prévu d'être fait avec IBM, il le fait tout seul. Je vous laisse juge. Est-ce que c'est une trahison ou pas? Mais en tout cas, pour beaucoup de gens chez IBM de l'époque, une défiance naît par rapport aux dirigeants de Microsoft. Parce qu'ils sentent qu'ils ont été trahis. Microsoft commence son ère de dominance sur le marché de la technologie. Ils deviennent une star, ils sortent Office, ils ont déjà sorti Office, mais voilà, ils commencent à promouvoir, puisque tout commence à être collé à Windows, fenêtre, tout commence à être collé, et donc les produits, ils viennent se coller les uns avec les autres, et tout le temps Microsoft explique que les produits dépendent des uns des autres, et malgré plusieurs procès liés à l'antitrust, il arrive plus ou moins à passer à travers. En même temps, Apple fait des procès, et il perd sur l'essentiel des points. Il faut savoir que déjà la techno venait en partie de Rank Xerox, en fait l'imagination venait un peu de Rank Xerox, et puis par ailleurs, effectivement, il n'a été, je crois, retenu des procès que le fait que Microsoft n'avait pas le droit d'utiliser le mot poubelle pour effacer un fichier. C'est pour ça que vous remarquerez que ça s'appelle la corbeille. Donc,
Microsoft se développe, devient une merveilleuse entreprise, et à ce stade-là, elle commence à dominer énormément de choses. Quand un concurrent fait un produit d'une certaine qualité, ben Microsoft s'en inspire pour fabriquer le même produit, et quand ils ont du mal à le faire, ce qui était très souvent le cas, il y a très peu de produits qui ont une origine Microsoft, ben ils rachetaient le concurrent. Apparaît à un moment l'ère Internet qui commence à émerger. Le navigateur dominant à l'époque était Netscape, et à ce moment-là, Microsoft sort Internet Explorer en expliquant que le système d'exploitation et le navigateur, c'est la même chose, et ils arrivent à évincer complètement Netscape. Le marché continue à évoluer et Microsoft se rend compte que le marché évolue et qu'ils ont raté quelques virages, et ça coïncide avec le fait que le président de Bill Gates, donc tant haï par certaines personnes chez IBM qui le considèrent comme les ayant trahis, décide qu'il a gagné beaucoup d'argent et qu'à ce stade-là, il souhaite se consacrer au mécénat. Que les quantités d'argent qu'il avait gagnées à cette époque-là sont obscènes et qu'il va se consacrer au mécénat. Il crée une fondation avec effectivement son épouse de l'époque, puisqu'apparemment il y a un divorce en cours. Et cette fondation, elle a vocation à aider les enfants pour leur bien et promeut très fortement le concept de vaccination. Pour pouvoir peser, donc il investit son argent plutôt que d'avoir des actions Microsoft, son argent commence à être investi dans le mécénat pour dépenser de l'argent et ne plus nécessairement en gagner. Le nécessairement est important. Donc, que se passe-t-il? Il commence à, pour pouvoir le promouvoir, acquérir un certain nombre d'organes d'influence et il commence à agir sur plusieurs plans. Donc, il a cette fondation, il s'organise avec l'administration américaine concernant les implications fiscales et en effet, son argent se retrouve, une partie de l'argent se retrouve dans la fondation et cette fondation commence à travailler sur la recherche de vaccins, le développement de vaccins, la promotion de vaccins, l'administration de vaccins un peu partout dans le monde. Et pour pouvoir avancer là-dessus, cette fondation commence à investir et aider plusieurs universités sur de la recherche. Donc, beaucoup d'argent partent vers des professeurs, des leaders d'opinion et des universités. Mais ce n'est pas tout. Certains de cet argent va partir vers des médias. C'est-à-dire que beaucoup d'argent va partir vers des médias. Je crois que la branche santé de la BBC est bien aidée par la fondation. Alors, bon, 8 milliards, c'est une très grosse somme, puisque c'est ce qu'on estimait être son patrimoine au moment où il a quitté Microsoft à l'époque. J'ai fait un calcul rapide. Si Bill Gates avait gardé son argent chez Microsoft pour continuer à gagner de l'argent, ces 8 milliards seraient aux alentours de 90 milliards. Or, aujourd'hui, quand je lis la fortune de Bill Gates, ce qui semble être rapporté par la presse, c'est entre 130 milliards et 140 milliards. Donc ce monsieur a gagné beaucoup plus d'argent en faisant du mécénat avec un discours du bien des autres pour aider les enfants, pour dépenser de l'argent. C'était très rentable ce mécénat. C'était tellement rentable que c'était plus rentable que l'investissement dans une société technologique qui a plus que décuplé la valeur de son argent. Donc, beaucoup d'intelligence, clairement des objectifs d'investissement bien placés, et effectivement une aide à des organes influents, puisque sa fondation finance à une hauteur assez significative des organes comme l'OMS. Je n'ai pas fait l'état des lieux complet de tout ce que financent les fondations Gates, mais elle finance beaucoup de choses. Elle finance des médias
qui eux-mêmes influent d'autres médias. Elle finance des universités qui effectivement influent sur l'opinion publique. Et elle finance peut-être d'autres agences sanitaires, mais la principale agence sanitaire. Elle commence à conclure des accords avec des organismes publics de différents pays, y compris américains. Je ne sais pas quelle est la part encore d'actionnariat de Bill Gates dans Microsoft, mais je la soupçonne d'être encore assez élevée. Microsoft commence à conclure des accords avec des États pour gérer un certain nombre de données. Donc, on voit bien un succès qui s'est construit comme il s'est construit. Vous ferez votre propre avis sur la façon dont il s'est construit. Certains considèrent que ça n'a pas été très loyal. Et puis, ce mécénat qui était destiné à aider les enfants était aussi très rentable, très très rentable. Donc, peut-être que Bill Gates faisait du mécénat, mais en aucun cas, il ne faut-il croire que c'était exclusivement du mécénat. C'était certainement une opération extrêmement rentable. Et les centaines de millions, les milliards investis en rapportaient plus qu'ils n'étaient investis d'une façon ou d'une autre. Chacun peut se poser les questions qu'il souhaite se poser. Maintenant qu'on a parlé des enfants, avec le divorce, souvent dans les divorces, il sort beaucoup de choses. Je ne sais pas ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai et ce qui est vrai. Mais il semble qu'il y ait eu des relations avec un monsieur, un milliardaire pizzaiolo. C'est étonnant qu'on puisse devenir milliardaire en faisant des pizzas. Je pense que la plupart des restaurateurs fermés actuellement rêveraient de devenir milliardaires en faisant des pizzas. En tout cas, ce n'est certainement pas en n'étant pas créatifs et en obéissant à ce qu'on leur jette qu'ils vont trouver la façon d'être milliardaires en faisant des pizzas. Et j'espère qu'ils trouveront le moyen peut-être d'être mieux, mais de façon saine, loyale, en gardant ses amis, en respectant ceux qui leur ont fait du bien. Et à la limite, quand ils veulent se fâcher, le dire clairement. Je ne suis pas d'accord, je me fâche. Donc, voilà, très concrètement, sa relation avec cette personne qui a été enfermée et qui est morte en prison, suicidée, je crois, interpelle, d'autant plus que cette personne, son nom semble revenir dans des histoires d'abus sexuels et de trafic d'enfants. Donc, ce monsieur qui aide des enfants partageait plusieurs rencontres, y compris tardives, d'après ce que rapporte la presse, y compris apparemment des échanges dans des jets privés avec un personnage qui a au moins des soupçons d'abus d'enfants et possiblement des histoires de trafic, puisqu'il en est question. Ce sulfureux personnage a été très proche de beaucoup d'acteurs au pouvoir. Donc, vraiment, c'est très curieux, parce que ça sent mauvais, quand on entend de plus en plus d'histoires d'abus sexuels, d'abus sur des enfants autour de nous. En France comme à l'étranger, ça sent très mauvais. Et surtout quand on découvre que quelqu'un qui, pour du mécénat, ok, augmente sa fortune encore, tout en tenant un discours qui est de dire « je suis consacré au mécénat », avec un discours que son but est d'aider les enfants, à minima, il a fait preuve de manque de jugement. Tout au long de son chemin, il a fait preuve de jugement incroyable pour gagner beaucoup d'argent. À minima, son jugement pour aider les enfants est questionnable. Son jugement pour gagner de l'argent est remarquable, sans jugement sur les fois ou les lois, mais son jugement sur ses amis et que ses amis sont des gens bons est questionnable. Donc voilà un petit récapitulatif de l'image qu'on peut se faire. Donc on peut vous projeter une image de vous dire quelqu'un est merveilleux, c'est quelqu'un de généreux et quelqu'un peut simplement gober. Mais en général,
regardez ce que font les gens, regardez comment ils le font, regardez qui ils sont, avant de simplement répéter ou écouter ce qui se raconte. Les divorces font sortir des choses. Ceux qui connaissent l'informatique depuis un moment connaissent toute l'histoire, connaissent à quel point les gens d'IBM se sont sentis trahis, connaissent combien de boîtes ont été écrasées sur le chemin de Microsoft. Les employés de Microsoft connaissent d'autres choses, et il se trouve que j'ai 2 amis qui ont été des employés de Microsoft et qui, un est resté longtemps et l'autre est parti assez vite. Mais voilà l'histoire de comment il est arrivé et comment le mécénat et la générosité, finalement, dans ce cas, a été très 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 rentable, et ce chemin a amené sur des questions très douteuses. Donc voilà, pour contribuer à l'image actuelle, pour apporter une image un peu plus ancienne, et l'actualité à venir va nous éveiller. Est-ce qu'on va continuer à avoir des scandales autour de Hollywood et autour d'hommes politiques ou pas? Est-ce qu'on va se rendre que, comme en France, on a vu des gens qui abusaient, est-ce que ça va continuer ou pas? Mais en tout cas, on se rend compte qu'il y a des choses qui sont très vilaines. Et j'espère que vous soyez bien, que nous soyons bien, mais regardez et essayez de voir ce que vous voyez, essayez de réfléchir et essayez d'être actif, parce que le monde de demain, c'est vous qui le construirez. Et ensemble.